C'est en étudiant plus profondément l'exemple de la Pologne que nous avons interprété cette belle citation de Rabelais. Le samedi 19 mars, les premières S du LFIGP prennent l'avion de Dubaï pour envahir la Pologne. Pour ceux qui ne le savent pas, la République de Pologne est située au beau milieu du continent européen. Elle est limitée à l'ouest par l'Allemagne, au sud par la Tchécoslovaquie, à l'est par la Lituanie, la Biélorussie et l'Ukraine, et au nord par la mer Baltique et la Russie. Sur une superficie de 312 700 km² vivent plus de 38 millions d'habitants. La capitale de la Pologne est Varsovie. Celle-ci est baignée par la Vistule, le plus long fleuve polonais. Celui-ci traverse aussi Cracovie, la seconde plus grande ville polonaise. La Pologne fait partie de l'OTAN depuis 1999 et adhère à l'Union européenne en 2004. C'est ainsi qu'à travers l'exemple de la Pologne, nous avons étudié les bienfaits et les méfaits de la science au cours du temps. Cracovie est la seconde ville la plus grande de Pologne, qui compte plus de 700 000 habitants. Ce fut la capitale de la Pologne jusqu'au XIIIe siècle et aussi le siège des rois qui lui vaut le nom de capitale royale. Depuis 1978, la ville est inscrite sur la liste patrimoine culturel mondial grâce à son histoire omniprésente. Aujourd'hui, cette ville ouvre ses bras au monde comme elle les a ouverts à notre groupe, en nous faisant voyager à travers les temps. Son histoire a été beaucoup influencée par la communauté juive, ce qui lui a permis d'acquérir une culture remarquable. Avec l'irradiation de 90% de la population juive entre 1939 et 1945, avec les holocaustes et pogroms incessants, le quartier juif de Cracovie, Kazimierz, a su renaître en connaissant un renouveau touristique. Cette ville, malgré son charme et sa beauté, a beaucoup souffert à travers l'histoire. De plus, des assassinats tels que le massacre de Katyn l'a blessée, mais elle a su résister. Le magnifique château royal de Wawel, qui est d'ailleurs sur la liste de l'UNESCO, est situé sur une colline bordant la Vistule, constitue un mélange de styles roman, gothique et renaissance. La vieille ville enchante par son mélange harmonieux de l'architecture du romantisme, de l'art nouveau et de la renaissance. Elle a gardé son caractère médiéval qui n'avait jamais été soumis à des changements quelconques. Même durant la Seconde Guerre mondiale, la vieille ville de Cracovie fut épargnée. Avec son histoire chargée et sa culture époustouflante, Cracovie permettait à la Pologne d'être un pays riche, notamment grâce aux mines d'argent, aux mines de sel, mais aussi grâce à leur commerce. En effet, cette ville, qui est malgré tout restée magnifique, a souffert au détriment de personnes ne menant pas à bien la science. Camps dans lesquels sont rassemblés, sous la surveillance de l'armée ou de la police, soit des populations civiles de nationalité ennemie, soit des minorités ethniques ou religieuses, soit des prisonniers de droit commun ou des détenus politiques. Auschwitz-Birkenau est le plus grand complexe concentrationnaire et camp d'extermination nazi. Il se situe dans la ville d'Auschwitz, en Petite Pologne, à 60 km de Cracovie. Il fut créé en mai 1940 et libéré par l'armée soviétique le 27 janvier 1945. Auschwitz, pour être le plus grand camp d'extermination de tous les temps, est considéré comme le symbole des meurtres en masse nazis, du génocide au cours duquel 6 millions de juifs perdirent la vie. C'est le symbole de la Shoah. Malgré la grandeur et l'impact d'Auschwitz, nous élargirons notre point de vue avec la visite de Treblinka. Les années de l'occupation hitlérienne constituent la partie la plus tragique de toute l'histoire polonaise. Dès son arrivée au pouvoir, en 1933, Hitler va appliquer la théorie raciste et antisémite qu'il avait développée en 1925. En effet, selon lui, seule la race aérienne de sang allemand est la race supérieure, et il va donc vouloir la protéger de toute corruption. En 1939, Hitler envahit la Pologne et déclenche la Deuxième Guerre mondiale. La seule manière d'administrer la Pologne consiste à exploiter ce pays sans ménagement en lui prenant tous les produits alimentaires, les matières premières, les machines et les installations industrielles nécessaires à l'économie de guerre allemande.
Hitler a donc un but de faire arrêter la Pologne de marcher en tant que nation et de réduire son peuple. La défaite de Pologne donne à Hitler le contrôle de plus de 3 millions de juifs polonais. Ils étaient isolés dans des ghettos avant d'être envoyés dans les camps où ils étaient emprisonnés et sous-alimentés. Les Polonais devenaient peu à peu des esclaves du Grand Reich allemand. Suite à la conférence de Wannsee, le 20 janvier 1942, les nazis cherchaient un endroit pour mettre en œuvre la solution finale. 6 camps ont été construits sur le territoire du gouvernement général de Pologne et recevaient des déportés conduits de toute l'Europe dans des wagons bestiaux où ils étaient entassés, sans nourriture, sans eau et sans hygiène. Le camp le plus connu et le plus grand est celui de Auschwitz-Birkenau. Il était à la fois un camp de concentration et un camp d'extermination. Il possédait un rôle crucial dans la politique de terreur. Plus de 1,5 million de personnes y ont trouvé la mort, dont 960 000 étaient des juifs. Les conditions de vie des déportés étaient épouvantables. Dès leur arrivée, ils devaient subir un processus de sélection. Les femmes, les enfants, les handicapés ou les vieux étaient directement envoyés dans des chambres à gaz où leur corps était ensuite brûlé, alors que les hommes solides étaient forcés à travailler dans des camps de Birkenau ou Auschwitz III. Cela marque le début de la déshumanisation. Les détenus luttaient pour leur survie. Ils souffraient du froid d'hiver, de la chaleur d'été, de la faim, des brimades, des coups et d'épuisement. Le travail forcé était abrutissant. Le manque de nourriture les affaiblissait très rapidement. La plupart des détenus avaient une espérance de vie très courte et mouraient très vite. Le taux de mortalité ne cessait donc pas de s'élever. Dû à la forte population, la sélection devait être organisée régulièrement. Ils risquaient aussi d'être choisis par les médecins SS du camp pour devenir des sujets de leurs expériences terrifiantes. Presque 50% des médecins faisaient déjà partie du membre nazi. Leur politique et leurs programmes s'inspiraient de la philosophie eugéniste et raciale. Les médecins du camp avaient un but de chercher un moyen de faciliter la reproduction de la race supérieure et arrêter la reproduction de la race inférieure. Ces hommes ne possédaient aucune éthique et leur seul désir était d'aider l'Allemagne de gagner la guerre. Les médecins les plus connus étaient Karl Klanger et Joseph Mengele. Karl Klanger, un gynécologue, s'intéressait de même sur la fertilisation et la stérilisation. Il a essayé toutes les méthodes possibles pour essayer de trouver une procédure efficace et peu coûteuse de stérilisation de masse des Juifs, des Tziganes et d'autres groupes dits indésirables. Joseph Mengele, surnommé l'ange de la mort, se concentrait sur la notion de la gémellité. Il croyait que s'il arrivait à découvrir le secret génétique des jumeaux, il pourrait savoir comment doubler le nombre d'enfants qui serviraient comme Reich ou Führer. Il réalisait aussi des expériences sérologiques sur les Tziganes afin de déterminer comment les différentes races résistaient à diverses maladies contagieuses. Le développement de la science n'a pas seulement été utilisé pour effectuer des expériences terrifiantes, mais aussi pour mettre en place des crimes de masse. Plusieurs moyens de violence ont été utilisés durant cette guerre, mais celle qui marquera particulièrement les esprits est l'utilisation des chambres à gaz. Le régime nazi s'en servait pour tuer industriellement les juifs et toute personne qui s'opposait à leur politique. Une fois enfermés dans l'immense pièce censée servir de douche, les prisonniers d'Auschwitz-Birkenau étaient gazés aux Zyklon B, sans aucune chance de revoir leurs proches. Les premiers homicides ont été effectués en 1941 dans le bloc 11 d'Auschwitz I. Dans les chambres à gaz, il n'y avait aucun espoir de survivre puisque le Zyklon B est un gaz chimique toxique à base d'acide cyanhydrique qui menait assez rapidement à la mort. L'acide cyanhydrique, l'HCN, est un élément chimique qui se caractérise par une extrême toxicité pouvant entraîner la mort par anoxie, c'est-à-dire par insuffisance de dioxygène dans l'organisme. L'HCN pénètre rapidement dans les tissus cellulaires et se fixe directement sur les ions fer. Ceci stoppe donc le processus respiratoire interne, perturbant tout le bon fonctionnement de l'organisme. En effet, après 20 minutes au grand maximum, plus personne ne bougeait. La plupart des individus mouraient entre 3 et 10 minutes. Les Sonderkommandos avaient ensuite pour mission de sortir les cadavres qui vont être brûlés dans des fours crématoires pour la majorité d'entre eux. L'acide cyanhydrique dégagé par le Zyklon B étant un gaz très volatile, son évacuation était suffisamment rapide pour permettre plusieurs opérations de gazage en une journée.
Le Zyklon B est donc le symbole des conditions terribles vécues par les prisonniers d'Auschwitz-Birkenau et de l'atrocité de l'utilisation des sciences dans les camps de concentration et d'extermination. Quelques décennies plus tard, la société polonaise est marquée par son histoire et la science est utilisée pour de raisons plus utiles et humanistes, comme dans la ferme équestre de Michałow. Construite il y a plus d'une soixantaine d'années, la ferme équestre de Michałow regroupe un grand nombre de chevaux arabes, plus de 100 juments et de 400 étalons. Ce cheval, aussi appelé le pur sang arabe, PSA, est connu pour être le plus beau cheval du monde, mais aussi pour être l'un des plus anciens. Dans la ferme que nous avons visitée au milieu de notre séjour, nous avons pu apprendre que là-bas, ils pratiquent le concept de l'insémination et du choix d'embryons génétiques pour créer de meilleurs chevaux. Les chevaux auront donc une meilleure performance sportive et c'est en effet de l'élevage de chevaux arabes que la ferme génère 70% de son profit. Le transfert d'embryons qui est fait par transfert chirurgical ou par transfert cervical est pratiqué d'une jument donneuse à une jument porteuse lorsqu'il y a présence d'embryons. De plus, la sélection génétique est utilisée dans cette ferme équestre pour obtenir des races pures comme ce que nous avons pu voir de près. Ces chevaux de race pure sont conçus grâce à de très bons indices génétiques. L'indice génétique d'un cheval est utilisé pour comparer les chevaux entre eux, pour choisir les accouplements et pour sélectionner de bons chevaux reproducteurs. Les mines de sel de Wilicka font partie des monuments les plus emblématiques de la culture polonaise. Exploitées depuis le XIIIe siècle, elles furent inscrites depuis 1978 sur la liste du patrimoine mondial de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Patrimoine mondial de l'humanité, Wilicka est le site touristique le plus visité de Pologne et la plus ancienne mine de sel exploitée du monde. La mine fit autrefois la fierté des rois et fut une source de richesse pour le pays. Aujourd'hui, elle est une richesse culturelle nationale et les Polonais en sont tout autant fiers. Le monument historique comprend 300 km de galeries avec des œuvres d'art, des chapelles souterraines et des statues sculptées dans le sel, offrant un fascinant pèlerinage dans le passé. Selon la légende, Wilicka doit la découverte des gisements de sel à la patronne des mineurs blancs, Sen Kinga. Le gisement de sel gemme s'est formé au Miocène, il y a 13,6 millions d'années. Cette époque était marquée par la transformation de structures géologiques de la croûte terrestre, comme par exemple la formation de nouvelles chaînes montagneuses suite à la collision de plaques tectoniques. Le sel, aussi dit chlorure de sodium, est une molécule polaire qui s'assemble par des interactions électrostatiques. Aujourd'hui, l'extraction de ce sel est faite par plusieurs moyens, tels que la technique de sonnage, mais la technique la plus ancienne et la plus dangereuse reste le découpage de dalles par les mineurs pour extraire le sel solide. Nous pouvons donc relever les grands risques que prenaient les mineurs de l'époque. Néanmoins, depuis toujours, l'influence du sel sur le pays fut remarquable. Le sel servait de moyen de paiement, permettait de conserver la viande, le poisson, le beurre et permet de tanner les peaux d'animal et de les transformer en cuir. À travers l'exemple de la mine de sel, nous avons donc pu voir les bienfaits de la science au sein du pays, mais ceci ne fut pas toujours le cas. Varsovie, située sur la Vistule à environ 370 km de la mer Baltique, est la capitale de la Pologne et la plus grande ville du pays. La capitale de la Pologne est une destination à l'histoire et à l'ambivalence particulière puisque son centre historique a fait l'objet d'une reconstruction quasi totale. En effet, le monde a vu cette ville être complètement détruite lors de l'insurrection en 1944 pendant la Seconde Guerre mondiale et finalement être complètement reconstruite après la libération de la ville. En se promenant aujourd'hui dans ces vieux quartiers, le long des remparts médiévaux, il est difficile d'imaginer que ces monuments soigneusement restaurés ont à peine plus de 60 ans. Varsovie, devenue la capitale de la Pologne pas avant 1596, est connue pour sa vieille ville qui renaît de ses cendres, mais aussi pour ses monuments magnifiques, comme le palais de Wilanow. Avec la grande influence juive en Pologne, et surtout à Varsovie,
les nazis ont décidé de tous les réunir dans un quartier qui sera le plus important de la Seconde Guerre mondiale. Ce ghetto présentera des conditions de vie inhumaines telles que le manque de place, le manque de nourriture, mais surtout le manque de liberté. Cette influence juive est aujourd'hui reconnue par les synagogues ainsi que le cimetière juif de Varsovie qui regroupe environ 200 000 stèles juives. C'est le plus grand cimetière juif du monde, ce qui montre la trace laissée par ces actes infâmes. Pour continuer sur la présentation de Varsovie, nous allons nous pencher sur l'impact fondamental de la science à travers nos visites. Le Palais de la Culture et de la Science, achevé en 1955, est un symbole du communisme, un symbole de la solidarité du peuple soviétique avec le peuple polonais. Celui-ci était un cadeau de Staline et a été entièrement financé par l'Union soviétique. Mais pourquoi ? En 1944, une insurrection contre les nazis éclate à Varsovie, espérant de chasser les Allemands du capital. Les troupes soviétiques ne tentaient rien pour soutenir le mouvement des insurgés. Après la capitulation des dernières poches de résistance, Hitler ordonna de raser entièrement la ville. Staline laissa ses troupes attendre plusieurs mois l'écrasement complet du soulèvement et la destruction de la ville avant d'y pénétrer, laissant près de 200 000 Polonais se faire massacrer. Les troupes de l'armée rouge finirent par libérer Varsovie le 17 janvier 1945. Pour pouvoir répondre à la question, aux yeux des Polonais, c'est Staline qui a laissé les Allemands la ville pendant la sanglante insurrection de 1944. Le palais est donc un symbole qui montre à quel point la ville de Varsovie est importante pour Staline. À la chute du communisme en 1989, ils ont envisagé de détruire le bâtiment qui fut finalement conservé. Le palais continue aujourd'hui à être un milieu de vie intellectuel et culturel. Il comporte une salle de congrès de 3000 places, 3288 pièces, un cinéma, 3 théâtres et un musée de technologie et d'évolution. Staline a eu un énorme impact dans l'histoire de la Pologne. Or, il existe d'autres personnages symboliques tels que Marie Curie, Copernic et Chopin qui ont réussi à développer et influencer la ville de Varsovie. Nicolas Copernic est un astronome polonais connu pour sa théorie astronomique selon laquelle le Soleil est au centre de l'univers et que la Terre tourne autour de ce dernier. C'est un système que l'on appelle héliocentrisme. Sa théorie: les membres du système solaire ne tournent pas autour de la Terre mais du Soleil, c'est donc le centre de l'univers. La Terre tourne autour d'elle-même sur un axe de rotation nord-sud. La distance Soleil-Terre est infime comparée à l'univers qui nous entoure. Malgré la logique de sa théorie, elle est refusée jusqu'au XIXe siècle, ce qui confirme que la science est abstraite et incertaine. Il a en effet étudié à l'université de Jagellonne, qui a un musée portant son nom. Cette université est connue pour avoir formé des personnes comme Copernic ou encore le pape Jean-Paul II, qui est très présent dans la ville de Cracovie. Ces avancées scientifiques ont permis au monde entier d'avancer à travers l'inconnu qu'est la science, qui encourageront les différents physiciens à étudier notre Terre. Le musée scientifique de Varsovie portera aussi son nom. Ce magnifique musée a pour but de faire comprendre certaines démarches scientifiques sans pour autant rentrer dans les thèmes compliqués. Au XXe siècle, la recherche scientifique a connu de grandes avancées. La physique a contribué au développement de technologies nouvelles comme l'imagerie médicale et la radiothérapie, inventée grâce à la découverte des rayons X par Röntgen et développée par Marie Curie, une grande figure féminine. Née le 7 novembre 1867, dans un vieux quartier de Varsovie, Marie Curie et son mari Pierre Curie se sont plongés dans la recherche scientifique sur la découverte de Henri Becquerel,
les rayonnements émis par l'uranium. C'est en 1898 qu'ils montrent que d'autres composés sont susceptibles d'émettre un rayonnement identique à celui des sels uraniques. Ils nomment polonium et radium les éléments chimiques qu'ils découvrent. Marie Curie obtient en 1903 le prix Nobel de physique avec son mari Pierre Curie et Henri Becquerel pour ses travaux sur la radioactivité. Et en 1911, elle obtient son second prix Nobel, cette fois-ci en chimie, pour ses travaux sur le polonium et le radium. Elle est la seule et la première femme à avoir reçu 2 prix Nobel. Lorsqu'éclate la Première Guerre mondiale, Marie va montrer son dévouement et sa conviction. Elle organise un service radiologique automobile, les Petites Curies, qui réaliseront plus d'1 million de radios pendant les 2 dernières années de guerre. Marie Curie est donc une modèle réussite.